Alors, Thrombose Canada vous souhaite à tous la bienvenue à cet entretien qui vise à décrire la gestion des hémorragies avec les anticoagulants et l'utilisation des antidotes, puisqu'il y en a un maintenant de disponible sur le marché. Alors, comme vous le savez, la fibrillation auriculaire entraîne un taux élevé d'accident vasculaire cérébral. Et la warfarine, que l'on utilise depuis maintenant une cinquantaine d'années, est un traitement efficace puisque la warfarine diminue du 2 tiers les accidents vasculaires cérébraux des patients. Pourriez-vous demander pourquoi pas 90 %? C'est que parce que beaucoup d'AVC sont dus à des accidents lacunaires ou des accidents hémorragiques. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est non seulement réduit-on du 2 tiers les accidents vasculaires cérébraux, mais on réduit aussi d'environ 25 % le taux de mortalité par rapport au placebo. Donc, on a un traitement très efficace. Malheureusement, dans la réalité, tous les patients qui seraient aptes à recevoir cette anticoagulation-là ne la reçoivent pas. Il y a eu cependant une amélioration. Si on regarde à droite de l'écran ici, vous constatez, si on regroupe les patients qui ne prennent aucun anticoagulant avec ceux qui prennent de l'aspirine, que 40 % des patients qui devraient recevoir une anticoagulation ne la reçoivent pas. Ils reçoivent en fait aucun traitement préventif. Alors qu'on constate avec les années, avec l'introduction des anticoagulants oraux directs, qu'il y a une amélioration, c'est-à-dire certains patients qui sont traités avec de la warfarine sont maintenant traités avec un anticoagulant oral direct, et ceux qui prenaient de l'aspirine sont aussi maintenant traités avec un anticoagulant oral direct. Ce qui fait qu'il y a 10 % de patients de plus qui sont maintenant traités de façon préventive avec leur fibrillation auriculaire pour éviter un AVC. C'est donc un progrès de 10 %, mais il n'en demeure pas moins qu'environ 30 % des patients qui sont aptes à recevoir une anticoagulation ne la reçoivent pas. Et ceci est en partie dû à la crainte que les patients et les médecins ont d'un saignement. Bien sûr, les anticoagulants, que ce soit la warfarine ou les anticoagulants oraux directs, préviennent la thrombose, mais le saignement est toujours une crainte que les patients et les médecins peuvent avoir. Et les saignements relèvent de différents facteurs. Si on regarde la warfarine, c'est l'INR instable qui est souvent une raison pour laquelle les médecins hésitent à donner un traitement. Quand il s'agit d'un anticoagulant oral direct, la crainte d'un saignement est soulevée puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'antidote disponible pour les anticoagulants oraux directs. On va voir que ceci est en train de changer. Il y a aussi le fait que le patient peut lui-même être à risque de saignement, de telle façon que les patients qui sont âgés et qui sont à risque de chuter ou qui ont déjà saigné sont aussi un obstacle à donner une anticoagulation. Si on regarde sur cette diapositive la réduction des saignements, on constate que par rapport à la warfarine, l'utilisation des anticoagulants oraux directs réduit les hémorragies et il faut souligner que le risque d'hémorragie intracérébrale avec les anticoagulants oraux directs est très uniformément réduit d'au moins 50 %. C'est un avantage majeur. Néanmoins, des accidents hémorragiques peuvent arriver, ce qui nous amène à un schème d'intervention thérapeutique. Et pour les saignements légers, dans la case verte de cette diapositive, vous constatez que tout ce qu'il y a à faire, c'est d'arrêter les anticoagulants oraux directs, puisque leur demi-vie étant d'environ 12 heures. Au bout de 24 heures, le saignement, normalement, va s'être arrêté. Bien sûr, il faut cautériser les plaies ou faire une endoscopie digestive, par exemple, s'il y a un saignement digestif. Si le saignement est modéré, dans la diapositive que vous avez devant les yeux en bleu, vous constatez qu'on va aller un peu plus loin dans l'intervention. Bien sûr, on va transfuser le patient. On va s'assurer que le patient ne prenne pas d'antiplaquettaires, voire même lui donner des plaquettes. Et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres médications qui interfèrent, comme par exemple des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui pourraient contribuer au saignement. Quand cependant le patient, malheureusement, saigne de façon dangereuse, soit dans un organe critique comme une hémorragie intracérébrale ou un hématome autre dans un organe important, c'est dans de telles situations qu'en rouge, allons-nous considérer de donner des médicaments qui peuvent réduire les paramètres de coagulation, comme par exemple, pour le dabigatran, l'apixaban et le rivaroxaban, on peut utiliser des facteurs 2, 7, 9, 10 lyophilisés, qui s'appelle Beriplex au Québec, le nom commercial, ou Octaplex dans le reste du Canada. Et ces médicaments qui sont approuvés pour l'hémophilie et non pas pour les anticoagulants oraux directs vont renverser les paramètres de coagulation. On peut aussi utiliser, à la limite, le FEIBA, qui
qui est l'équivalent du Beriflex, mais où le facteur 7 est partiellement activé, voire même le Faiba, qui est un facteur 7 complètement activé. Ces deux formulations médicamenteuses étant approuvées pour l'hémophilie, mais pouvant être à la limite utilisées pour renverser les paramètres de coagulation chez des patients qui sont anticoagulés. Cependant, maintenant, il y a une autre option, c'est-à-dire, par exemple, le dabigatran. Nous avons un antidote spécifique, l'idalisuzumab, qui est commercialisé sous le nom de Praxbind, qui, à l'aide d'une infusion double de 2,5 grammes 2 fois, comme vous le voyez ici sur le graphe de gauche, renverse totalement et rapidement les paramètres de coagulation. C'est l'étude Reverse AD qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Le temps d'écarine, qui sert aussi à mesurer l'effet anticoagulant du dabigatran, est parfaitement corrigé par un bolus sans même nécessité d'infusion et ce renversement dure un bon 24 heures. Éventuellement, nous aurons possiblement un antidote pour les 10A, le rivaroxaban et l'apixaban, n'est pas commercialement disponible, c'est l'andaxanet, qui, à l'aide d'un bolus, renverse pour à peu près 1 heure les temps de coagulation pour l'apixaban, le rivaroxaban et l'édoxaban, mais qui nécessite une perfusion pour avoir un effet soutenu sur les paramètres de coagulation. Le Praxbind, je vous le rappelle, fait ceci sans nécessité d'infusion. Ce qui nous ramène au consensus canadien sur la gestion de la fibrillation auriculaire, qui est un consensus très simplifié de traitement, le CHAD 65, où tous les patients qui ont 65 ans et plus devraient recevoir une anticoagulation orale, préférentiellement un anticoagulant oral direct. Pour les patients qui n'ont pas 65 ans, on va, comme à l'ancienne, si vous voulez, considérer aussi une anticoagulation orale si le patient présente une insuffisance cardiaque, de l'hypertension ou du diabète, ou bien sûr a déjà présenté un AVC. Mais si ce n'est pas le cas, pour un patient donc en bas de 65 ans sans les facteurs de CHADS, on va considérer la présence d'athérosclérose, surtout symptomatique, dans d'autres lits vasculaires, pour leur administrer de l'aspirine, réalisant bien sûr que l'aspirine, pour réduire les accidents thromboemboliques dans la fibrillation auriculaire, n'a une efficacité que de 32 %. Pour tous les autres patients, une minorité de 5 à 10 % d'entre eux potentiellement, aucun traitement ne sera requis puisque le taux d'embolie est plus bas. Thrombose Canada a construit de nombreux guides cliniques qui sont disponibles sur notre site Web, mais qui sont aussi accessibles via une application sur vos téléphones cellulaires en accédant au App Store ou au Google Store. Et ceci donne une application dont la page d'entrée est sur la gauche, qui mène à la deuxième page où des guides cliniques, des outils sont répertoriés et nous avons développé 2 outils pour le renversement urgent, soit des patients qui saignent, soit des patients qui ont besoin d'une chirurgie. Et ces guides cliniques sont gratuits, faciles à consulter, mis à jour régulièrement et sont donc disponibles sur le site Web de Thrombose Canada, duquel vous pouvez télécharger l'application clinique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.